L'implant cochléaire, pour qui, qu'est-ce que c'est, dans quelles conditions? Eh bien, on voit ça tout de suite avec mes invités. Avec moi sur le plateau, le docteur Christine Poncet. Christine Poncet, vous êtes ORL, vous êtes chef de service de l'hôpital Rothschild, chef du service ORL. Frédéric Deban, alors vous êtes acteur, on vous connaît pour des séries, le cinéma, le théâtre, et notamment Les Cœurs brûlés, La famille formidable, Sous le soleil. Hein, oui. Sous le soleil, on vous en parle souvent de Sous le soleil. J'ai commis ça. Ah bah écoutez. Hein, ah non, mais je suis très, très fier de l'avoir fait. Voilà. Mais pas que, vous êtes aussi auteur de Vogel, les acouphènes. Vous êtes en préparation d'un nouveau spectacle qui n'a pas pu se jouer puisque confinement oblige, qui s'appelle Le journal d'un malentendant et ses malentendus. Et puis vous écrivez un autre bouquin qui va sortir bientôt qui s'appelle Journal d'une renaissance. Absolument. Voilà, on espère que ça va être une belle renaissance, hein, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Voilà, Jennifer Perron-Paquet, vous êtes aussi avec nous sur le plateau. Jennifer, il me semble qu'à la suite d'une première émission que nous avions faite sur les malentendants, vous m'avez interpellé sur Facebook et vous m'avez dit qu'on faisait une émission sur les malentendants et qu'elle n'était même pas sous-titrée et qu'on était nuls. Vous ne m'avez pas dit qu'on était nuls, mais moi, je me suis senti nul ce jour-là. Hein, c'est ça, c'était bien vous sur Facebook. Je vous avais dit que les sourds et les malentendants étaient les premiers concernés sur le sujet de l'implant cochléaire et malheureusement, ce n'était pas sous-titré. Et à l'époque, moi, j'aurais bien aimé avoir des sous-titres. Voilà, alors malgré tout ça, on a communiqué sur Facebook et la belle histoire de tout ça, et moi j'adore ça, c'est que peut-être grâce à cette émission, vous vous êtes mis en contact avec le docteur Poncet et aujourd'hui vous avez des implants cochléaires, vous allez nous raconter tout ça, mais c'est ce qu'il y a de mieux quand on présente une émission santé, c'est de se dire qu'au moins, si ça a pu changer la vie d'une personne, eh ben, c'est génial. Jennifer, souvenir d'enfance, comment ça se passe? Qui a détecté vos problèmes d'audition? C'est les profs? Oui, c'est ça. En fait, ça a été détecté très tard. J'avais 20 ans environ. Ça a été détecté quand j'étais à l'école d'infirmière, où on faisait tout simplement un exercice en première année, où on devait fermer les yeux et écouter la prof. Attendez, je ne comprends pas. Vous me dites que c'est simplement à 20 ans que les profs se sont rendus compte que vous étiez sourde. Parce que vous êtes sourde. Oui, en fait, ça a été de naissance et ça a été dégénératif, donc progressif d'année en année. On va dire jusqu'au collège, ça a été très bien même. Et ça a commencé à s'accélérer à partir du lycée, on va dire. Et les professeurs avaient tendance à mettre ça sur le compte de l'attention. L'attention, un trouble de l'attention, ou même ça a été jusqu'au retard mental en fait. J'ai subi beaucoup de moqueries là-dessus. Et finalement, tout ça pour se rendre compte que j'étais sourde profonde. Et vous en étiez pas rendu compte? Non, du tout, parce que en fait, je suis quelqu'un d'assez influençable, on va dire, et donc on me disait que j'avais un trouble de l'attention. D'accord, j'ai sûrement un trouble de l'attention. Après, au niveau de la télévision, je regardais beaucoup de mangas, donc japonais sous-titré français, donc là-dessus, je me suis pas rendu compte non plus. Donc non, puis automatiquement, il y a la lecture labiale qui s'est faite toute seule. Donc. D'accord. C'est passé inaperçu. Et alors, comment, en école d'infirmière, vous vous rendez compte, c'est quoi l'anecdote, c'est quoi le facteur déclencheur? Comment vous vous rendez compte que vous êtes sourde, en fait? Oui, en fait, si vous voulez, c'était un cours de communication où la professeure nous a demandé tout simplement de fermer les yeux et de l'écouter. Et là, j'ai remarqué que quand je fermais les yeux et que je voulais l'écouter, je ne comprenais pas du tout ce qu'elle me disait. Et là, alors, panique? Ah oui, mais panique complet. J'ai dit, je suis désolée, je ne suis pas du tout de mauvaise foi, je n'arrive pas à faire votre exercice parce que je ne vous entends absolument pas. Et tous les formateurs en IFSI en général sont des infirmiers. Et elle me dit, écoute, je pense que tu es sourde, tu devrais aller voir un ORL au plus vite. Et donc vous êtes allé passer un audiogramme, c'est ça? C'est ce que j'ai fait, oui, tout à fait. Et là, on m'a dit, écoutez, vous êtes sourde profonde, mais très, très, très avancée. Vous êtes handicapée et sûrement à plus de 80%. Là, j'avais 20 ans. Je dis non, c'est pas possible, j'entends. Enfin, et en fait, non, pas du tout. C'est assez fréquent ça, des gens qui sont sourds et qui ne savent pas qu'ils sont sourds. J'espère que non. Non, mais vous en voyez, vous, dans votre voilà, on en voit. On voit beaucoup de choses. Généralement, comme me disait tout à l'heure Madame Paquet, c'est que ça arrive
il y a quelque chose déjà pendant l'enfance et puis ça s'accélère et les enfants s'adaptent encore plus facilement que les adultes. Elle a développé une lecture labiofaciale, c'est-à-dire qu'elle lisait sur les lèvres et ça lui a permis de s'en sortir comme ça. C'est la magie du cerveau, hein, ça. On pense. Hein. Ouais. Ouais. Ce qu'on a de plus merveilleux, c'est ce qu'on a entre les deux oreilles, hein, quand même. Oui, oui. Alors, Jennifer, vous avez fait des tentatives après de prothèses auditives, c'est ça? Et ça a bien marché ou pas? Non, ça s'est passé très rapidement, hein, du coup, après la détection du souci. J'ai eu des prothèses auditives pendant 3 ans. Donc, tous les ans, on a changé. Hein, on a essayé d'autres prothèses, on a tout essayé. Et pourquoi ça ne marchait pas? Vous entendiez comment à travers la prothèse? Si vous voulez, j'entendais le bruit. Le bruit était amplifié, mais ça ne m'aidait pas à comprendre la voix humaine, en fait. J'entends comme si on me parlait une langue étrangère. Je ne comprenais pas ce qu'on me disait. D'accord. Et l'implant, alors, comment vous êtes venu à l'implant? En fait, un ERL, un Nemours m'a parlé de l'implant assez vite. Il m'a dit que je devrais peut-être me renseigner là-dessus, étant donné que pour les prothèses auditives, ça ne fonctionnait pas. Donc c'est ce que j'ai fait. J'étais pas très tentée, en fait, au début. Le côté esthétique. Ouais, voilà. Qu'est-ce qui vous arrêtait, en fait? Le côté esthétique et après aussi le fait qu'on m'ait dit qu'il n'y avait pas de garantie de résultat en fait, après l'opération, alors que c'est une opération invasive, ça me freinait un petit peu. Voilà. Alors, premier implant, ça se passe bien, pas bien? Ah oui, ça s'est super bien passé, hein. J'en étais super contente. En plus, le déclic s'est fait juste après votre émission où j'avais rencontré Madame Poncet. Et ça s'est super bien passé, j'en suis très 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 contente. Et d'ailleurs, j'ai même voulu faire le deuxième assez rapidement après le premier. Et grâce à ça, j'ai pu reprendre mes études, entendre la voix de mes enfants. Enfin, ça a été, comme beaucoup de sourds le disent, une seconde naissance. Lui piquez pas son titre. Hein. Le journal d'une renaissance, c'est Frédéric. J'ai remarqué que ça revenait très souvent, en fait, ce type d'appellation d'une seconde naissance. C'est exactement ça. Ouais, c'est ça, hein, exactement. Oui. Et pourquoi on n'opère pas les deux en même temps? Alors ça dépend un petit peu de l'atteinte et... En plus, chez Madame, on ne savait pas la durée de privation, c'est-à-dire pendant combien de temps elle n'avait pas entendu. On ne savait pas si toutes les zones du cerveau étaient bien irriguées et étaient toujours dans l'auditif. Donc, généralement, on laisse, quand le patient est appareillé, une prothèse d'un côté, ce qui donne des repères, et puis on opère l'oreille la plus mauvaise, c'est-à-dire celle qui permet de moins bien entendre. Ça permet tout doucement au cerveau de s'habituer parce que c'est un implant. Ça reste une prothèse implantable, hein, ce n'est pas une greffe d'oreille. Et comme je dis souvent, une oreille interne normale, c'est 16 000 cellules. Un implant, c'est 12 à 22 électrodes. Donc il y a quand même une sacrée différence. Il va falloir que les patients s'habituent, il y aura de la rééducation orthophonique, il y a des séances de réglage de la partie externe. Donc il vaut mieux s'habituer tout doucement. Et effectivement, dans la majorité des cas, on fait d'abord la plus mauvaise oreille et puis... s'il y a toujours besoin, après on se revoit et on discute de faire la deuxième oreille. Frédéric Deban, vos gueules, les acouphènes. Hein, il est beau gosse là-dessus. Hein. C'est à l'époque de Sous le Soleil, ça ou Non, c'est quelques années après, j'étais déjà en plein vacarme, là. Ah oui? Ouais. Ça se voyait pas, vous étiez beau gosse. Hein. Oui. Mais vous êtes toujours beau gosse? Merci, c'est gentil. Alors, la surdité... Pour un acteur, c'est difficile, c'est plus possible de jouer. Comment ça se passe? Oui, ça devient très compliqué, voire impossible, en tout cas en collégial. Hein. Comment ça s'est passé pour vous? Il y a eu quoi? D'abord les acouphènes, et puis après, non, comment ça s'est passé? Non, moi j'ai pris une double peine immédiatement. Je fais jamais les choses à moitié. Donc je suis passé de Jackson, j'écoutais Jackson à fond dans un casque, et je me suis réveillé, c'était le soir de mes 50 ans. Je me suis réveillé le lendemain, j'entendais plus rien. Et à part un bruit que je n'arrivais absolument pas à identifier, d'une puissance d'un Boeing 747 dans la tête, en phase de décollage, donc c'était très violent. Acouphènes, je ne savais pas ce que c'était. C'est toujours pareil, quand on n'est pas malade, quand on n'est pas concerné par... on trace sa route et puis on ne s'occupe pas des choses. Bien sûr. Donc voilà, j'étais loin de Paris quand ça m'est arrivé, donc j'ai été rapatrié. Et puis j'ai suivi le cursus, j'allais dire le cursus normal, si tant est qu'il y en ait un, parce que pour chaque personne c'est différent. Et
Et je suis resté pendant au moins 2 ans à essayer prothèse sur prothèse, mais ça ne pouvait pas fonctionner parce qu'en fait j'avais une surdité bilatérale profonde et que j'avais cet acouphène qui était très fort. Donc toutes les prothèses auditives. Et au début, alors pour démêler les choses, vous vous êtes dit, ou du moins les médecins au début se sont dit, ce sont des acouphènes, on va traiter les acouphènes. Oui. Est-ce qu'ils ont vu qu'il y avait un problème de surdité? Est-ce que vous-même vous l'avez vu? Ou est-ce que c'est petit à petit que vous avez compris qu'il y avait et les acouphènes et la surdité? Ah mais moi j'ai compris de suite. Oui. Pas pour les acouphènes, je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai compris tout de suite que je n'entendais plus rien. Ça, c'est clair, c'est clair. Et puis après, les médecins m'ont expliqué voilà, ce que j'avais. Mais ça a été long et ça a été compliqué parce qu'il faut passer par une phase d'acceptation. Et puis il y a la colère qui vient derrière. Hein. Oui. Pourquoi moi? Pourquoi? Pas pourquoi coup, moi, non? pas pourquoi moi. Parce que en y réfléchissant bien, j'ai peut-être fait un peu ce qu'il fallait pour que ça arrive inconsciemment. Mais c'est vrai que moi, depuis l'âge de 14 ans, je me baladais avec un casque audio à fond dans les oreilles. Donc j'ai peut-être un peu fatigué les... Relation de cause à effet ou hasard, ça? Je pense qu'un peu relation de cause à effet, c'est vrai qu'on ne sait pas à quel niveau il écoutait, mais s'il y a eu un excès de décibels, on sait qu'il y a des sujets plus sensibles que d'autres, hein, et que chez ces sujets-là, ben, effectivement, il va y avoir des dégâts importants. Et M. Deban n'est pas le seul à avoir eu des traumatismes acoustiques et se retrouver avec un, voire 2 ans. C'est comme si à un moment, l'oreille, elle disait « stop ». Bah, les cellules ne ressentent... Ça suffit. On éteint la lumière. Ouais, on éteint En les fait, on a un stock de cellules à la naissance, on a 16 000 cellules, et puis en fait, avec les traumatismes sonores, il y a des cellules qui meurent, et finalement, une fois qu'elles sont mortes, elles ne régénèrent pas. Et avec l'âge aussi, en plus. Et en plus, avec l'âge, et avec les maladies, et avec notre vie quotidienne, tous les événements de vie, eh ben forcément, notre stock diminue. Hein. C'est un petit peu comme le coffre de pièces d'or, donc le Picsou. Si on prend au fur et à mesure des pièces d'or, il n'en reste pas. Si on fait comme le Picsou et qu'on fait très attention, effectivement, il va rester plus de pièces d'or. Donc c'est malheureusement un peu ça qui est arrivé. Avec, Donc vous avez été cigale, dépensier, avec vos cellules ciliées. Frédéric, fallait pas. Oui, mais il ne faut pas non plus culpabiliser. Je pense qu'après... Il essaye de me culpabiliser. Ouais, oui, moi c'est pour ça que je ne suis pas d'accord, là. Bon, on va le défendre. Non, on va le défendre. Bon, mais alors d'un coup, là, alors il y a 2 choses, hein, il y a 2 problèmes. Il y a je me soigne, j'essaie de me soigner, et puis il y a ma carrière, ma vie. D'un coup, vous ne pouvez plus jouer. Comment ça se passe, là? Alors, comment ça se passe? Il y a davantage de problèmes que cela. Hein. Il se trouve que quand ça m'est arrivé, curieusement, et je dis bien curieusement, j'avais décidé de faire une pause dans mon métier. J'avais décidé, comment je peux vous expliquer ça? C'est très curieux parce que le jour où ça m'est arrivé, j'avais décidé de me mettre moi-même en silence. C'est particulier ce que je dis. C'est un peu en y réfléchissant à ce jour, comme si je m'étais autoprogrammé pour me mettre en silence. C'est-à-dire que mon cerveau m'a écouté quelque part, je pense. Hein. Après, chacun fait son analyse. Bon, il est clair qu'au niveau de mon métier, ça a tout arrêté du jour au lendemain, mais pas que. Dans le seul en scène, je dis ma vie d'avant m'a déserté, dévasté. Mais c'est la vérité parce qu'on n'a plus de vie sociale du jour au lendemain, on n'a plus de vie professionnelle, plus de vie amoureuse, plus de vie sexuelle, parce que toujours pareil, il faut aller vers l'autre dans toutes ces relations-là. Plus de compréhension de l'entourage. Donc la difficulté est de rester debout et de ne pas sombrer dans les affres dans lesquels les acouphènes essayent de vous emmener. Il y a aussi, acteur, comment, j'allais dire pour être brutal et faire un raccourci, comment on passe du statut de super beau gosse à handicapé? Eh oui. Pour moi, en tout cas, ça s'est fait assez naturellement, étant donné que je n'ai pas eu le choix. Ouais. Donc voilà. Non, mais il faut le temps de le processer, après, il faut le temps de l'accepter, tout ça. Oui, mais on n'a pas vraiment le temps de penser à ça, en fait. Moi, ce que je voulais, c'est rester debout
avancer et pouvoir arriver à me sortir de ça, surtout à me débarrasser de ce bruit. Parce que le fait de ne pas entendre, c'était pas mon principal problème. Oppressant, c'est gênant. Moi, mon principal problème était le bruit que j'avais dans la tête, c'était les acouphènes. Il fallait que ça cesse. Donc, j'ai rencontré Madame Pensée et le professeur Frachet. Et j'ai mis très longtemps à me décider. Vous parliez tout à l'heure, c'est Delphine, c'est votre prénom, c'est Jennifer. Jennifer, pardon, autant pour moi. Vous parliez avec Jennifer et elle vous disait que c'était une question d'image. Alors, je voudrais rebondir là-dessus en disant que moi, je faisais quand même un métier. J'étais un homme public et qu'à l'époque où ça m'est arrivé, on continuait à me demander de faire des selfies dans la rue, dans les supermarchés. Là. Et moi, pour moi, c'était vraiment un truc d'image. J'ai résisté pendant 3 ans C'est vrai. À Madame Pensée, au professeur Frachet. Et un jour, il m'a dit Frédéric, tu roules en 2 chevaux, je te propose de rouler en Rolls. Je ne vois pas pourquoi. Et c'était au bout de 3 ans. Donc voilà, après, j'ai écrit Seul en scène, où je racontais l'histoire depuis sa genèse. Et le problème, c'est qu'il y a 10 tableaux. Quand j'arrivais au 3e tableau, comme le personnage est en colère, au début, il ne comprend pas ce qui lui arrive, au 3e tableau, je n'entendais plus ma voix. Ce qui est un peu gênant pour un comédien. Donc j'ai appelé Frachet, je lui ai dit Bruno, là on y va parce que ça m'a piqué trop de choses, je ne veux pas que ça me pique en plus mon retour sur scène, quoi. Et je l'ai fait. Je l'ai fait. Vous l'avez fait, c'est-à-dire que vous avez fait, en premier, vous avez réglé votre problème d'acouphène et ensuite vous êtes passé à l'implant cochléaire, c'est ça? Oui, on va faire. C'est encore une autre étape. On va faire ce raccourci-là, oui. si vous le voulez. Et c'est encore une autre étape, ça n'a pas été facile. En fait, la principale demande, c'était effectivement les acouphènes. Et nous, on lui disait, mais comme il y a une surdité, les acouphènes sont là, c'est la cicatrice qu'il se passe quelque chose au niveau des oreilles. Donc on va soigner l'oreille, entre guillemets, on va redonner du son et du sens. Et les acouphènes seront au second plan, seront moins gênants. Et c'est vrai que ça, c'était un peu difficile, surtout que notre système est quand même un peu voyant pour un homme. Et il y avait de la réticence. Plusieurs fois, on a montré, oh mais c'est pas trop gros. Finalement, on arrive quand même à le cacher. Alors... Mais vous avez raison de mettre l'accent là-dessus parce que la surdité, c'est autant tout le monde accepte de porter des lunettes, ça c'est pas un problème. Mais porter une prothèse auditive aujourd'hui, alors a fortiori avoir un implant cochléaire, c'est pas quelque chose que les gens admettent. Et dans une société de jeunisme, et de performance, c'est pas quelque chose que les gens ont envie de montrer. On se souvient bien de Jacques Chirac qui voulait pas dire qu'il portait des implants. Tout à fait. C'est ça. Et qui est allé aux États-Unis pour se faire appareiller. Bon, après, c'est fait appareiller en France. Mais excusez-moi, par rapport à ce que vous dites, en ce qui me concerne, il y a un moment où je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, par rapport au fait que ça se voit, par exemple, et que pour moi, ça, c'était un handicap sur le handicap. Il y a un moment où je me suis dit, bon, ok, t'as la trouille, mais t'as la trouille de quoi? Que ça se voit? Ok, question d'image, mais quelle image? Qu'est-ce que l'image quand on n'a pas le son? Donc, je me suis décidé parce que finalement, d'une part, je me suis rendu compte d'une chose absolument incroyable, c'est que les gens dans la rue ne savent absolument pas ce qu'est un implant cochléaire. Puisqu'il m'est arrivé souvent que les gens pensent que c'est un écouteur que j'ai sur la tête, la nouvelle génération, quoi, que j'écoute de la musique. Et chose extraordinaire, excusez-moi, en ce qui me concerne, c'est que j'ai surtout retrouvé mon instrument de travail, ma voix. Et ça, c'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, non seulement vous ne le cachez pas, mais vous le revendiquez, puisque je vois une petite oreille blanche. Là, c'est quoi cette oreille blanche? Alors cette oreille blanche, elle est très importante. Je vais faire court. Cette oreille blanche, j'avais donné une interview dans un magazine qui s'appelle Décibel, et en le recevant, en le feuilletant, je suis tombé sur une double page qui était sur le créateur de cette oreille blanche, qui s'appelle Monsieur Montoffier, et qui a créé cette oreille blanche parce que sa femme est sourde. Et en fait, cette oreille blanche, c'est l'équivalent d'une canne blanche pour un aveugle. Elle envoie un message, elle dit aux personnes qui sont en face, s'il vous plaît, ayez la gentillesse de vous mettre face à moi quand vous me parlez, parce que je n'entends pas.
Et cette oreille blanche aussi est un signe de reconnaissance entre malentendants. Donc c'est très important. Monsieur Montaufier m'a demandé si je voulais bien parrainer cette oreille blanche à l'apparaître. C'est important, vous avez raison, Jennifer, c'est un handicap qu'on ne voit pas. Voilà, la ça, surdité. Hein, et c'est toute la difficulté parce qu'en général, comme toutes les personnes qui ont un handicap qui ne se voient pas, la société a du mal à nous reconnaître en tant que tels. Et même quand on est jeune en plus, hein, quand je dis à une personne, je suis désolée, est-ce que vous pouvez répéter? Est-ce que vous pouvez articuler? Je suis sourde. Et on me dit, mais t'es pas sourde, tu rigoles, c'est une blague. Sauf que non, et ça devient gênant aussi parfois. absolument. On va passer aux explications techniques quand même, parce que le temps file. Alors, on parle de l'implant cochléaire depuis tout à l'heure. On va voir une petite vidéo, docteur Poncet, et vous allez nous expliquer ce que c'est qu'un implant cochléaire. Ce n'est pas une prothèse auditive, c'est bien plus que ça. Enfin, c'est différent. C'est une prothèse auditive implantée. Implantée. On va voir ça avec le film. Alors, on regarde, allez-y. Alors, donc, Vous avez vu, c'est sous-titré. Hein. Voilà, le fonctionnement du système. En fait, le système d'implant cochléaire est composé d'un processeur de son, c'est ce qu'on voit qui est noir avec un petit coup de blanc. Il est placé derrière l'oreille, et ça c'est la partie externe, et il y a une partie interne. Il permet l'insertion d'un réseau d'électrodes dans la cochlée qui est fait par le chirurgien, hein, donc il y a un acte chirurgical qui va mettre le porte-électrode dans la cochlée. Donc, comment ça marche? Les sons sont captés par le microphone de la partie externe et ils sont envoyés dans la partie interne, sont codés. L'implant transforme alors les informations codées en petits signaux électriques qui vont être envoyés sur les fibres du nerf et chaque électrode correspond à une bande de fréquence du signal sonore. Alors, vous parliez tout à l'heure, justement, alors, ce qui est important de comprendre, il y a une partie externe, une partie interne. Vous parliez aussi des 16 000 cellules ciliées qu'on avait au départ. Dans la cochlée. Donc, voilà. La cochlée, c'est ce petit limaçon ici. Je ne sais pas si on arrive à bien le voir à l'écran, mais c'est tout petit. Et je vous ai amené, par exemple, ce que va poser le chirurgien lorsqu'il pose un implant cochléaire. Ça, c'est la partie interne, c'est ce qui est mis à l'intérieur. Et là, ce qui est mis dans la cochlée, c'est ce petit limaçon que vous verrez à l'antenne et qui est tout petit. Et cette partie qui est plus grosse, c'est la partie qui est juste sous la peau et qui permet de tenir grâce à un aimant. Il y a un aimant sur la partie extérieure, il y a un aimant sur la partie interne et ça permet de tenir. Voilà. Donc tous les matins, quand on se lève, voilà. on aimante le truc, hein, et là on est paré, on entend, on est reconnecté avec le monde. Voilà. Quand vous êtes déconnecté, vous avez des acouphènes encore ou pas? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et quand vous êtes connecté, vous n'en avez plus? Absolument pas. C'est génial. Donc voilà, ça peut être aussi une partie qui est que comme ça, hein, qui peut être simplement une petite chose comme ça. Mais effectivement, la nuit, le patient peut dormir, il ne porte rien du tout, il n'entend rien. Donc, sans la partie externe, le patient reste avec une surdité profonde, ce qu'on appelle une cophose, c'est-à-dire plus rien du tout. Donc, ça reste un handicap et notamment, les acouphènes peuvent des fois revenir un peu la nuit parce qu'ils sont soulagés par le système. À qui sont destinés ces implants? Alors, en France, on a des critères qui sont définis par la Haute Autorité de Santé, qui sont très simples. Hein, on va faire quelque chose de très simple. C'est que, comme nous ont dit là nos patients, il faut qu'il y ait un essai de prothèse auditive et que la prothèse auditive ne permette plus de comprendre la parole. Après, nous, on va faire des tests, et notamment en cabine insonorisée, avec les appareils les meilleurs soient-ils sur la place du marché. Il faut que le patient ne puisse pas répéter plus d'un mot sur deux à 60 décibels, c'est-à-dire une voix normale, pour qu'il soit une bonne indication d'implant cochléaire et qu'on puisse rentrer et faire tout un bilan pour savoir si le patient peut bénéficier de la pose d'un implant cochléaire. Parce qu'effectivement, il y a des... Très vite, parce qu'on arrive bientôt à la fin de l'émission. Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce qu'il y a des effets secondaires? À quoi on peut faire attention? Les risques, il y a des risques, mais comme toute chirurgie d'oreille, puisqu'on va ouvrir l'oreille, donc il y a des risques. Moi, je pense que le plus grand risque que je dis toujours, parce qu'il faut être honnête, c'est que dans quelques pourcentages, mais qui sont minimes, c'est 10 à 15%, le résultat n'est pas optimal, c'est-à-dire qu'il y a toujours besoin d'avoir la lecture labiale pour comprendre. Mais ça fait quand même une énorme aide.
Sinon, comme on peut voir aujourd'hui sur le plateau, ça permet de reprendre une vie normale, de retravailler, de téléphoner, ce que les patients ne savent plus faire quand ils viennent nous voir. Ce n'est pas une chirurgie d'exception, c'est une technique qui est bien maîtrisée aujourd'hui. C'est une technique qui est bien maîtrisée. Il y a 30 centres, il faut être accrédité par l'ARS, donc il y a 30 centres en France qui peuvent faire ces chirurgies. La liste est disponible au niveau des ARS, ce sont tous les centres hospitalo-universitaires, parce qu'il y a besoin de toute une équipe. En fait, le résultat est très probant, mais il y a une équipe qui va poser l'indication, il y a une équipe qui va assurer le suivi, parce que c'est un suivi à vie. À partir du moment où on a quelque chose à l'intérieur du corps, c'est un suivi à vie. Eh bien, écoutez, merci à tous d'être passés sur le plateau pour témoigner. Frédéric, on vous revoit bientôt sur les planches. On vous lit bientôt avec votre bouquin qui va sortir. Et puis celui-là qu'on trouve encore, Vogel, les acouphènes. Ouais. Jennifer, merci d'être passée. Avec plaisir. Maintenant, on se connaît, donc on va plus parler sur Facebook. Voilà. Et puis vous allez voir, on va faire un effort. Celle-là, on va la sous-titrer. Voilà, à très bientôt pour un nouveau numéro de Capital Santé. Et d'ici là, portez-vous bien.